Un samedi matin où j'avais la garde de mes enfants, on était encore tous au lit, collés les uns aux autres en train de regarder un petit film et mon téléphone était resté sur silencieux après la nuit. Et quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais je ne sais combien d'appels et de messages d'une des personnalités dont on s'occupait qui était en rage parce que la personne qui devait venir la chercher en voiture pour l'emmener faire une émission ne s'était pas réveillée, ne l'avait pas emmenée. Et donc il y a eu vraiment quelque chose de très profond et de très fort qui est monté de moi et un grand stop. Je me suis dit, mais combien de temps tu vas encore accepter ça? Et j'ai dit, plus jamais. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'étais office manager dans un cabinet d'avocats parisien et j'ai décidé de quitter Paris pour m'installer à la campagne où j'ai repris le café de mon village. Mon papa était militaire, donc j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je suis née en Allemagne et après on a déménagé tous les 2 ans pendant toute mon enfance. La relation avec mes parents était avec des hauts et des bas. C'était un petit peu compliqué à l'adolescence surtout parce que j'avais un papa qui était quand même assez strict, assez autoritaire et j'étais une personnalité, je pense, quand même assez créative et donc il y avait parfois des frictions entre lui et moi. Par exemple, j'avais pas trop le droit de porter du rose, ni d'avoir la frange, évidemment pas le droit de me maquiller, ni trop de porter des bijoux. Il se demandait un peu cette fille-là, comment il allait la gérer en fait. Il était peut-être un petit peu désarçonné ou inquiet aussi de savoir un peu comment j'allais évoluer. Et voilà. Donc c'était surtout ses peurs en fait qui s'exprimaient. J'ai eu 2 bacs parce que le premier je l'ai passé en Nouvelle-Calédonie et comme l'année scolaire est décalée, j'ai eu mon bac là-bas en décembre. Et mes parents m'ont obligée à repartir au lycée du mois de janvier à juin en métropole. J'étais à Bordeaux et voilà, donc j'ai eu 2 bacs. Ça sert absolument à rien d'avoir 2 bacs dans la vie. Et ensuite j'ai fait des études de droit. Voilà, à l'époque j'avais bien envie d'être juge pour enfants. Et voilà, et je pense qu'il y avait une part de moi qui avait besoin de cette rigueur et c'est des études qui m'ont demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, surtout que j'étais toute seule en métropole. Puisque mes parents étaient en Calédonie, donc ça a été assez difficile. Et on s'appelait une fois par mois, quoi, parce que ça coûtait à peu près à l'époque 20 francs la minute. Pendant mes études, j'ai rencontré donc mon mari, Thierry, qui était calédonien depuis plusieurs générations. Entre nous, ça a matché immédiatement parce que la Calédonie nous a forcément reliés. On a énormément travaillé tous les deux, lui en médecine, moi en droit. Et j'ai très vite compris que dans une vie de couple où on aurait tous les deux une vie intense, lui médecin et moi juge, magistrat, ça serait compliqué. Donc très rapidement, j'ai décidé de pas tenter la magistrature. J'ai pas considéré ça comme un sacrifice parce que mon mari était vraiment un médecin né. Il était beaucoup plus médecin que moi, j'étais magistrate dans l'âme, quoi. Il a obtenu un poste de neurologue à Paris et on n'avait jamais envisagé une seconde de vivre à Paris. Donc ça a été un très gros choc. Quand on sort du métro par les escaliers et qu'on a ce froid et cette pluie qui nous dégouline des escaliers quand on arrive au niveau de la rue, non mais ça, pour moi, c'est un des pires moments. On a eu une petite fille très vite. Et ensuite j'ai eu 2 garçons et bon, malheureusement on s'est séparés avec Thierry, mon premier mari, et donc j'ai dû reprendre un peu en urgence un métier. J'ai rencontré l'avocat avec qui j'ai travaillé, qui est devenu mon client, et puis de fil en aiguille on a sympathisé, et comme il lançait une nouvelle activité en France qui s'appelait la fiducie, je suis allée développer tout cet aspect de la fiducie avec lui dans son nouveau cabinet. L'avocat fiduciaire, c'est quelqu'un qui en fait devient propriétaire des attributs de la personnalité de la personne, donc sa voix, son image, ce qu'elle peut exploiter et qui peut être rémunérateur pour elle. Et l'idée, c'est d'aller donc utiliser ces attributs pour les mettre au service des marques, qui a à la fois le côté juridique qui me plaît, qui est très carré du fait que ce soit des contrats et que on doit les respecter à la lettre. Et puis il y a le côté extrêmement créatif derrière de l'histoire entre la personnalité et la marque, qui vient énormément enrichir le quotidien au niveau du travail. Dans les années 2008-2009, j'ai rencontré quelqu'un avec lequel je partage toujours ma vie aujourd'hui, avec qui je me suis mariée et avec qui j'ai eu une petite fille. Donc lui avait lui-même 2 enfants, donc on s'est retrouvés à Paris avec 6 enfants. Réussir à loger donc 6 enfants dans un appartement parisien, ça signifiait avoir quasiment obligatoirement 5 chambres. Donc on a passé des gros budgets dans les loyers de nos appartements
pendant toutes ces années-là. Et puis aussi l'impossibilité d'acheter à Paris, malheureusement, parce que des appartements de cette taille sont complètement inaccessibles à l'achat, quoi. Et c'est comme ça qu'on a acheté cette maison ici à Tavers, à la campagne, parce que ça nous permettait les week-ends de souffler un peu et d'aller prendre l'air à la campagne. Et j'ai commencé à avoir des petits signaux d'alerte, notamment un matin où je pense que j'ai fait une sorte de burn-out très court, très fugace. Mais je me suis préparée comme tous les jours, j'étais prête à partir en scout, j'avais mon casque à la main, mon sac à la main, mes chaussures, tout. Et je me suis assise sur la chaise dans l'entrée et j'étais incapable de bouger. J'avais une réunion et tout le monde m'a téléphoné, mais t'es où, t'es en retard? Et j'ai dit, mais en fait, je suis tétanisée. J'avais une sorte de perte de sens à ce que je faisais. Un samedi matin où j'avais la garde de mes enfants, on était encore tous au lit, collés les uns aux autres en train de regarder un petit film et mon téléphone était resté sur silencieux après la nuit. Et quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais je ne sais combien d'appels et de messages d'une des personnalités dont on s'occupait qui était en rage parce que la personne qui devait venir la chercher en voiture pour l'emmener faire une émission ne s'était pas réveillée, ne l'avait pas emmenée. Et donc il y a eu vraiment quelque chose de très profond et de très fort qui est monté de moi et un grand stop. Je me suis dit, mais combien de temps tu vas encore accepter ça? Et j'ai dit, plus jamais. Et le lundi matin, ma lettre de rupture était écrite. C'était un vrai arrêt et ça a été assez brutal. Parce que quand on a une vie professionnelle aussi dense que celle que j'avais, tout d'un coup, on sait plus quoi faire de ses journées. Et c'est là que j'ai compris que Paris était une ville qui n'était pas du tout faite pour moi. Ou que j'étais pas du tout faite pour Paris plutôt. Voilà, que c'était beaucoup trop grand et qu'il pourrait rien se passer pour moi dans cette ville de nouveau. Déménager et venir m'installer à Tavers, ça a plutôt été une bonne décision au départ. Quand je venais les week-ends, en fait, Linda était finalement ma première amie ici. Elle-même a eu 4 enfants et elle a un petit peu tâtonné aussi au niveau professionnel pour trouver vraiment sa voie et ce qu'elle avait envie de faire. À force d'explorer un peu toutes nos compétences, nos envies, ce qui nous animait vraiment profondément, on a fini par se rendre compte qu'on était attirés par la même chose, quoi, l'envie de créer du lien, d'accueillir les gens, de créer un lieu en fait. De notre rue, on passe obligatoirement devant le café tous les jours pour aller à l'école, pour aller faire nos courses. Et du coup, on voyait cette grille baissée, ce café fermé, et puis on s'est dit pourquoi on n'irait pas visiter. Et voilà, on a visité et ça nous a plu. Je me suis dit mais en fait, il faut que je me forme, il faut qu'on ouvre une partie restauration digne de ce nom. Mais il faut que je me forme et c'est là que je me suis dit il faut que je prépare le CAP cuisine. L'atelier des chefs, ça a été vraiment les plus réactifs. Ils m'ont paru très sérieux. J'ai regardé aussi les avis et il y avait l'air d'avoir des avis plutôt favorables. J'ai aussi appelé des gens que je connaissais à Paris qui étaient dans le milieu de la restauration qui m'ont dit que les apprenants qui sortaient de chez eux en général étaient plutôt bien formés et avaient bonne réputation. Et puis au niveau rapport qualité-prix, ils étaient très bien placés aussi. On pouvait vraiment travailler les cours quand on voulait dans la semaine et on cuisinait en fait les week-ends. Et vous passez tous les produits quasiment qui existent en revue, les fruits, les légumes, les viandes, les volailles, les poissons, etc. Ensuite, ça m'a appris à organiser mon temps, à structurer justement les étapes de travail pour être capable de fournir un plat à telle heure, chaud, bien présenté. Voilà. Et aujourd'hui, tous les matins dans ma cuisine, je m'en sers. On a envoyé des photos et des vidéos pour être corrigés. Donc c'était assez bluffant parce que ils voient tout. Ils sont très très forts. Tout ce qu'on a envie de camoufler, de dissimuler, ils le voient tout de suite. On est toujours encouragés. Ils nous expliquent pourquoi ça n'a pas forcément donné le rendu qui était attendu. Et puis, ils vous appellent aussi. Il y a quelqu'un qui vous appelle régulièrement pour savoir comment vous allez, comment vous vous sentez, etc. Pour savoir un peu aussi psychologiquement, je pense, comment ça va. Et puis après, il a fallu travailler, nous, notre projet, aussi toute la déco, puisqu'on a entièrement tout fait toute seule. Et puis le 30 janvier, on a ouvert. Je me suis retrouvée le mardi matin et fallait servir. Et on a eu tout de suite du monde et je sais plus combien de couverts on a fait le premier jour, peut-être 10 ou 12. Et voilà, c'était lancé quoi. Depuis qu'on a ouvert, je me sens bien, mon associé aussi. Mais voilà, ça nous met quand même une belle pression, et Linda au service et moi en cuisine, pour maintenir ce niveau. On a dû apprendre complètement tout ça. Je sens quand même qu'on s'habitue, que notre corps aussi prend le rythme, notre cerveau aussi va plus vite. On prend quelques mécanismes, quelques habitudes, et ça va mieux. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux.
Mais j'aimerais bien maintenir notre niveau de prestation à son max. Donc je pense que le jour où on sentira qu'on est peut-être sur la pente descendante au niveau de notre énergie, de ce qu'on peut mettre dedans, on pensera à passer la main.